parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo, partout où vous vous trouvez à travers le monde. Ça fait un bail euh, qu'on n'a pas eu en direct, mais aujourd'hui nous sommes là euh, parce que le temps nous a permis d'être là ensemble, mais on a toujours été en contact parce que nous ne cessons de poster euh, sur notre page, nous vous informons. Et beaucoup de gens m'ont dit pourquoi je me suis tu. Bon, j'étais occupé à quelque chose qui me demandait beaucoup de concentration, mais en dehors de ça, l'opportunité vraiment n'était pas là de venir faire l'analyse, c'est-à-dire des sujets d'actualité. Nous avions estimé que ce n'était pas de nature à nous permettre à faire l'analyse parce qu'il faut prendre un peu de recul, regarder est-ce que ce qui se passe, ça vaut la peine ou pas. Et nous l'avons toujours dit que nous ne faisons pas les analyses de manière quotidienne, non. Sinon, nous risquons de créer une situation nous-mêmes. Non, nous ne sommes pas dans cette logique-là.
Et aujourd'hui, nous sommes venus parce que nous pensons qu'il y a matière à analyser. Et nous allons faire ça sous forme de questions que nous allons poser par rapport à l'actualité, questions et réponses. Mais ce qui nous réjouit, c'est que nous retrouvons nos amis de tous les jours. Vous êtes nombreux, je ne saurais plus citer les 10 premières personnes qui se sont connectées, mais en tout cas, ça me va tout droit au cœur de savoir que nous sommes ensemble et nous allons continuer toujours à faire nos analyses tant que le Seigneur nous permettra de le faire. Alors, commençons par le premier sujet qui nous tient à cœur, la libération du pasteur de l'évêque Mukuna. Vous savez tout ce qu'il avait été finalement acquitté le 25 du mois passé. L'évêque Mukuna a fait parler de lui, et surtout pas de lui en tant que personne, mais de son action, de son message. Et aujourd'hui, il est libre. Et il y a un article que nous avons publié euh, avec Mukuna et ses amis. Ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il avait déposé une plainte au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau de la Cour de cassation et, si je ne me trompe pas, Conseil d'État, je pense. Bon, ligne de cour, quand cela ne tienne. Et ces plaintes n'ont jamais été retirées. Donc, elles restent valables. Nous espérons qu'il y aura une suite. Lui, par contre, a été accusé pour une question de mœurs. Voilà, on avait tous suivi la vidéo. Bon, aujourd'hui, avec cet acquittement, il est évident que l'évêque Mukuna a été faussement accusé. C'était pour une façon de le faire taire, mais il est fort possible que l'autre partie, donc Tibola, puisse faire appel. S'il y aura appel, donc l'affaire va continuer. Alors, nous voulons faire remarquer une chose. Au-delà de la personne de l'évêque Mukuna, que nous saluons en passant, l'évêque Mukuna, dans son action, dans les contenus de son message, c'était quoi? Il réveillait les gens, il était en train de réveiller les gens pour dire que non, voilà, les régimes passés, qui étaient dirigés par Joseph Kabila, a pillé le pays. Et je peux vous dire qu'au-delà de la forme, quand vous regardez encore les rapports publiés par Bloomberg, je me suis fait l'exercice il y a 3 jours de relire encore ces rapports. Je vous recommande de relire ou bien de les lire profondément. C'est alors que les gens vont comprendre le poids de ces messages et la gravité des messages de l'évêque Mukuna. Et quand vous lisez ces rapports, qu'est-ce qui m'a amené à les lire? Vous savez que M. Joseph Kabila, on l'a encore accusé pour une affaire de diamants, d'une grosse pierre de diamants. Alors, j'avais été contacté avant cette accusation, je vous avoue. J'avais été contacté avant qu'il soit accusé pour que je puisse en parler au moment où le procès va commencer. Alors, il fallait qu'on me donne certaines informations. Alors, on m'a envoyé, finalement, on ne m'avait pas donné les informations dont j'avais besoin, mais quand le procès a commencé, on m'a envoyé l'interview qu'a accordé le plaignant et son avocat après qu'ils aient déposé la plainte. Alors là-dedans, il a cité un nom, la compagnie Excel Development Limited. Donc le monsieur a dit finalement Kabila l'avait envoyé au niveau de cette compagnie. Tout de suite, je suis entré dans Google et j'ai fait la recherche. Ça m'a renvoyé au niveau du rapport publié par les Bloomberg. Alors, je me suis mis à lire ces rapports pendant à peu près 2 heures du temps. Mais c'est incroyable.
ça m'a... Je suis rentré encore, j'ai dit, mais c'est... Au fait, Kabila était chef de l'État, des deux États. L'État congolais et son État à lui, qui est vraiment l'État profond. C'est-à-dire, il a un empire de business. Je dis bien les mots, un empire de business qui a pratiquement plombé l'État congolais. Et c'est là où vous allez trouver, quand j'ai relu ça encore, vous allez trouver qu'il n'y a aucun bien, je dis bien aucun bien, qui appartient à Kabila. Tout appartient à son entourage. Donc il y a un enrichissement sans cause de membres de sa famille, de sa sœur, parce que la compagnie Excel à Development Limited appartient à Jeannette Kabila, qui est députée. Donc, il y a Excel Development, il y a Excel Holding, il y a Excel Consulting. Alors, ce qu'Évêque Mukuna dénonce, c'est exactement ce qui a été publié par les rapports Bloomberg, en tout cas en grande partie. Quand il vous dit, par exemple, que non, Bobomi compagnie telle, mais Bossali Abino privé. C'est exactement ça. Et ça rend Kabila beaucoup plus efficace sur le plan politique parce que c'est lui qui contrôle l'économie. Il finit par contrôler la politique. Bon, j'ai dit ça en rapport avec les combats que mène l'évêque Mukuna et tous ceux qui le soutiennent, parce qu'il n'est pas seul. Mais aujourd'hui, je voudrais aller un peu plus loin pour révéler l'évêque Mukuna, il n'est pas seul, vous savez, il a la tête de l'église ACK, il est le président du club Renaissance. Aujourd'hui, c'est la figure j'allais dire des proue, ou bien la plus apparente de ces mouvements d'éveil patriotique. Alors, évêque Mukuna, il sort, mais ça peut passer vite, on peut oublier. Mais quand vous regardez le pasteur, pour qu'on rentre un peu dans l'histoire, le pasteur Albert Lukusa, il avait dit moins que ce que Mukuna dit. Et vous connaissez la suite. Vous prenez l'archevêque Coutinho Fernando. Il avait dit moins que ce que dit Mukuna. Mais vous savez, il a fait 9 ans en prison et il en est sorti, en tout cas, infirme. Et Mukuna, dans un court moment, il est sorti. C'est un signal fort que le temps a changé. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé à ce que l'on veut, mais ceci prouve que Kabila n'est pas aussi fort qu'il l'était il y a quelque temps. On ne défiait pas Kabila comme ça. Et s'en sortir indemne. Non, c'est vrai que Mukuna, il en a payé de sa liberté. Mais quand on compare à ce que les autres ont payé et à ce que lui a dit et à ce que les autres ont dit, on peut se dire que Kabila n'est plus ce qu'il était. Mais on ne doit pas croiser les bras. Il faut qu'on continue, qu'on s'assure que l'homme ne peut pas être plus fort que l'État ou bien égal à l'État. Ça, c'est le travail qui doit être fait au niveau du gouvernement, surtout au niveau du président de la République, s'assurer qu'aucun individu ne soit plus fort que l'État. Kabila fut-il. Alors, monsieur le pasteur Mukuna, avec toute modestie, nous avons, quand il était en prison, nous avons eu à parler avec lui 2-3 fois, mais dans nos recherches, nous sommes parvenus un peu à comprendre
qui sont avec lui. Il y a notamment au niveau du Congo, Maître Katende. Il est évident que naturellement les membres de son église, pour la grande partie, sont avec lui. Les fans de l'équipe euh, Renaissance. Et quand nous disons avec lui en tant qu'individu, mais pas forcément dans son combat. Hein, parce que on peut être dans son église, mais ne pas soutenir son combat. Mais en tant qu'individu, ils sont avec lui et il a joué de leur soutien. Et surtout que ce qu'il disait, à notre avis, c'était la vérité. Donc, on peut imaginer que beaucoup de gens venant de ces structures, notamment de son église et de l'équipe, étaient avec lui. Et aussi le public dans la diaspora, on a vu qu'il était parvenu à susciter un engouement. Alors, mais au niveau de l'extérieur, il y a eu des gens qui ont fait un travail dans l'ombre. Un travail très efficace qui a payé au niveau des lobbying. Nous avons un compatriote et nous le faisons avec sa permission quelque part parce qu'il préfère rester souvent, le plus souvent dans l'ombre. Un compatriote qui est basé en Angleterre, qui est un homme de Dieu, un passionné du Congo. Il est vraiment passionné. J'ai eu le temps de parler avec lui du Congo. Il est en même temps un juriste qui, par ses contacts, était parvenu à faire bénéficier à l'évêque Mukuna d'un soutien important. Et ici, nous voulons citer l'ambassadeur Herman Cohen. Alors, ses compatriotes congolais, c'est le pasteur Patrick Djembe. Il est basé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à UK, donc au Royaume-Uni, non loin de Londres. Il a été au four et au moulin, dans l'ombre, pour essayer d'obtenir à l'extérieur l'attention de certaines organisations, notamment des lobbies de l'ambassadeur Herman Cohen. Vous savez, Herman Cohen fut ambassadeur des États-Unis dans certains pays africains, mais non seulement ça, il fut aussi sous-secrétaire d'État, 2 fois sous-secrétaire d'État, donc sous des mandats des États-Unis pour l'Afrique. Alors c'est quelqu'un qui a une large connaissance de la politique américaine en Afrique. Il est en retraite, c'est vrai. Il a un bureau de lobby. J'ai pu les rencontrer, entre autres, grâce aussi au contact de, du pasteur Patrick Djembe. Et il vient d'écrire un livre sur, je crois, les 75 ans de la diplomatie américaine en Afrique. C'est un livre qu'il faut absolument lire. Il y a une semaine, je l'ai eu au téléphone parce que j'ai cherché dans la ville où je suis où est-ce que je pouvais trouver les livres avec tout ce qu'il y a eu comme Covid et tout ce 19. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, la seule voie c'était par Amazon. Donc, c'est un livre qu'il faut absolument lire pour comprendre quelle est la politique des États-Unis sur le plan historique et jusqu'à nos jours. Alors, nous voulons dire coup de chapeau à cet homme de Dieu. Il l'a fait sans être payé. Ces genres de travail, je peux vous dire, ça se paye. Ça se paye. Et ça se paye cher. Mais il l'a fait par l'amour du pays, par la volonté. Nous, donc, comme je l'ai toujours dit, nous qui sommes dans la diaspora, nous devons faire bénéficier notre pays de nos contacts pour que les choses changent. Il y a des gens qui sont à l'intérieur du Congo qui paient un lourd prix, mais nous qui sommes à l'extérieur, nous avons une certaine liberté, nous pouvons prendre des contacts, nous pouvons être engagés dans certains mouvements et au finish, essayer un peu d'attirer l'attention de
de tous nos contacts, là, de toutes ces organisations pour l'avantage de notre pays. Bon, ce n'est pas seulement un contact, mais il est souvent consulté, il travaille comme consultant au niveau de la firme de M. Herman Cohen. Alors, nous avons, au niveau d'Anglo-Congo, vous voyez, nous publions des articles, d'abord parce que nous estimions que ce qu'il disait était vrai. Hein. Nous avions pensé, comme il y a eu un procès contre lui, il faut qu'il y ait un jour qu'on donne une suite judiciaire à la plainte que M. L'évêque a déposée contre Joseph Kabila, qui est devenu un sénateur à vie. Donc, M. L'évêque est libre. Nous espérons qu'il suivra notre message. Nous lui disons qu'il soit sage. Il a eu le temps d'être en prison, de réfléchir. Gloire à Dieu, il s'en est sorti. Heureusement, son engagement et de tous ses amis, ils sont nombreux. Donc, il y a d'autres gens qui sont dans l'ombre. Je ne saurais pas citer tout le monde, mais j'ai cité ici des acteurs principaux. Il y en a d'autres qui sont au niveau du gouvernement. Nous ne saurons pas les citer. Chacun à son niveau a fait un travail qui a permis à ce que l'évêque à Mukuna puisse recouvrer sa liberté. Alors, deuxième point que nous voulons aborder, c'est le point de ces conflits d'attribution entre le ministère de l'Intérieur, chargé des affaires intérieures et sécurité des affaires coutumières, dirigé par le vice-premier ministre Gilbert Kankondé, et le ministère de la décentralisation, dirigé par le ministre d'État, M. Azarias Rouberois. C'est à la une dans la presse. Et nous aurions pu avoir en direct aujourd'hui un expert, quelqu'un, un conseiller honoraire au ministère de l'Intérieur. Nous avons parlé avec lui par 2 fois. Mais demain, je vous promets, il sera avec nous en direct pour que nous puissions lui poser des questions à ce sujet. Vous savez, les conflits tournent autour de l'ONIP, hein, cet organe chargé du recensement des Congolais. Alors, je n'en dirai pas plus parce que je ne voudrais pas anticiper sur ce que le conseiller honoraire va nous dire demain. Je vais révéler son nom demain, et quand je lui donnerai l'occasion de se représenter. Il a été conseiller dans plusieurs ministères, notamment celui de l'Intérieur, sous 2 ministres. Et récemment, hein, ce n'est pas ministère des années 60, non, récemment. Donc, il est encore actif sur le plan politique. Il va nous parler de cette question de ces conflits. Il avait en charge, au niveau du cabinet, la territoriale. Hein, donc, c'est lui qui s'occupait de tout ce qui est de la territoriale. Mais, disons tout de suite que c'est quelque chose qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et de salive. M. Azarias Rouberois, ce n'est pas n'importe qui dans les systèmes Kabila, ou bien système AFDEL, vous le savez. Et il était venu avec l'AFDEL, finalement il s'est retrouvé avec le RCD Goma. Voilà, donc demain, soyez nombreux. Nous allons donner l'occasion à notre compatriote de nous parler, de donner l'avis technique, que dit la loi, parce que tout est défini dans la loi, et sur le plan pratique, comment les choses se font. Voilà, et quel peut être l'agenda politique derrière tout ça, pourquoi il y a une dispute. Autre chose dont nous voulons parler, l'insécurité à l'est de la République continue. Nous avons tous appris qu'il y a eu des élèves, des finalistes, qui ont été tués. Tous ces actes
condamnables, ce sont des actes de sabotage de l'État congolais. Ce sont des actes qui rentrent dans le cadre d'un terrorisme qui ne dit pas son nom. Ce sont des actes de déstabilisation de la République. Le docteur Mukwege, je prends les choses comme ça me vient, a été menacé. Il a parlé dans les médias, il s'est adressé à l'ONU, il a saisi l'Union européenne, le président de la République lui a fait la promesse d'assurer sa sécurité de manière particulière, et ça fait du boucan. Qu'est-ce que le docteur Mukwege demande? Tout ce qu'il demande, c'est que l'on publie les rapports mapping de 1993 pour ceux qui habitent la France, jusqu'à 2003. Vous verrez que de 93 jusqu'à 2003, nous avons encore le maréchal Mobutu qui est au pouvoir. 2003, nous sommes en pleine transition, au début de transition, avec Joseph Kabila. C'est ça son combat, et il cherche à ce qu'il y ait un tribunal spécial pour la RDC. Et ce message-là dérange aussi bien à l'intérieur du pays qu'au niveau de certains de nos voisins. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet-là. Alors, pendant que je suis en train de parler, j'espère qu'il y aura des questions pour que nous puissions répondre. Quoi d'autre? L'affaire de la Zambie, les militaires zambiens qui ont quitté certains territoires congolais, mais qui n'ont pas encore complètement quitté les territoires congolais. Il y a encore des localités où il y a des militaires zambiens. C'est un litige frontalier. Ce n'est pas un problème qui a commencé aujourd'hui. Ces problèmes avaient été traités à l'époque de Mobutu. Vous savez, la colonisation nous a laissé un lot de conflits frontaliers, mais c'était à l'époque de Mobutu, l'affaire n'était pas réglée au niveau des armées, donc il y avait des commissions qui parlaient. Nous avons eu avec l'Angola la même chose. Ce qui est malheureux, c'est le fait qu'aujourd'hui, ce sont des armées régulières qui sont face à face, alors que ça pouvait se régler au niveau diplomatique. Les deux pays envoient des commissions et créent une commission pour qu'on en parle, consulter les archives, parce que c'est là où il y a les problèmes. L'Afrique, c'est notre continent, mais ce ne sont pas les Africains qui ont créé les États. Ce qui est malheureux, ce sont les colons. Vous avez un tel problème entre l'Inde et le Pakistan, la question des Cachemires. Les Britanniques ont laissé une situation confuse à ce niveau-là. Excusez-moi. Vous aviez un tel problème au niveau des Casamances, au niveau du Sénégal, au niveau toujours chez nous, par exemple, mais jusqu'aujourd'hui, les Cabinda, c'est une question je dirais, qui jusqu'aujourd'hui n'a pas encore trouvé des solutions définitives. Les Cabinda, je parle de Cabinda au niveau du Congo, au niveau de l'Angola. Donc, il y a souvent des petits problèmes frontaliers comme ça, mais les États peuvent en parler sur le plan diplomatique et trouver des solutions à l'amiable. Parce que au niveau de l'Union africaine, une résolution avait été prise comme quoi les États doivent respecter les frontières laissées par les puissances coloniales. Bon, mais s'il arrive qu'il y a un lopin de terre où on ne sait pas dire exactement la souveraineté de tel pays où son territoire s'arrête où, ben, il faut plutôt privilégier les dialogues
au lieu d'en arriver à des forces armées des deux pays, ce qui peut créer une situation beaucoup plus grave. Heureusement, la RDC avait vite fait de saisir la SADC et la SADC s'y est mis. Donc, le travail continue à ce niveau-là. Autre chose, on parle de Kagame, on a suivi tous, moi comme vous, bien certains d'entre vous, un prêtre rwandais qui est en exil, M. Thomas Minani, qui a dit que non, Kagame serait presque mort. Après renseignement, après vérification de toutes sortes, Kagame est bel et bien en vie. Je reprends encore, il est en vie. La toute dernière information que j'ai eue, alors la toute d'une source très très crédible, il avait même reçu une délégation euh, le vendredi passé. Il a reçu des gens qui sont venus le voir. Nous n'allons pas donner notre source, mais je tiens ça d'une source très fiable. Et voilà, je connais des gens qui sont allés le voir, qui l'ont vu de leurs propres yeux, et il est en vie. Bon, en disant cela, nous ne disons pas qu'il n'est pas malade. L'information était venue de, de ces prêtres-là. Nous avons essayé de demander nos petites sources à gauche et à droite, tout ça. En tout cas, on dit, il est en vie, il est lucide. Mais est-ce qu'il est malade? Hein? Le temps nous le dira. Mais en disant cela, il y a quand même une situation suspecte au Rwanda où on voit un couvre-feu qui est renforcé, enfin j'appellerais ça couvre-feu, mais des mesures de sécurité renforcées. Euh, il n'apparaît plus hein, comme avant dans le public. J'ai vu encore aujourd'hui, vous savez, le numéro un de la BAD, le Nigeria Adesina, euh, il a été réélu au niveau de la direction de la BAD et Kagame l'a félicité. Alors, sur le Twitter de M. Kagame, on a mis Kagame assis, qu'il était en train de suivre la cérémonie euh, d'installation de monsieur, à l'occasion du renouvellement de son mandat, de monsieur Adesina. Il l'a félicité en tweetant. Mais quand vous regardez la photo qui est là, c'est une vieille photo. Quand je dis vieille, c'est-à-dire c'est une photo que nous avions déjà vue et qu'on nous avait présentée il y a quelque temps, comme quoi Kagame avait pris part à une réunion des chefs d'État et on a très vite reconnu non seulement l'habit qu'il a porté, mais aussi les cadres. Quand on regarde, on voit c'est le même cadre, c'est la même posture en plus. Donc très vite, nous avons compris que non, ce n'est pas une photo prise au moment de l'événement tel qu'on veut présenter. Et quand vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a un peu de montage. Et tout cela ne fait qu'alimenter des soupçons. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de sa santé, mais il est bel et bien en vie au Rwanda. Donc ça, on peut, je le tiens, je prends les risques de le dire. En tout cas, cette source-là, elle est très, très fiable. Très, très fiable. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est? J'espère qu'il y a des questions, parce que s'il n'y a pas de questions, donc très vite, on va arrêter notre émission. Je suis en train de chercher des questions. Ça c'est Aimé Tito qui dit, Papa Anglo Congo, je sais pas, plus content de votre retour. La RDC était dépassée en pièces. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Reprends un peu et écris calmement. Merci beaucoup, Roger Moutou. C'est un Congolais qui fait de la fierté de la RDC au niveau de la presse internationale. Il est branché. Euh, J'avais écrit un petit article sur les Congolais qui sont aux États-Unis et qui, à mon avis, sont en train
d'influencer quelque part le partenariat entre les relations entre les États-Unis et la RDC, et M. Roger Moutou faisait partie de ces Congolais-là. Vous savez, depuis il est journaliste à La Voix de l'Amérique avec son programme RM Show. Il est polyvalent. Il fut enseignant là-bas aux États-Unis. Aujourd'hui, il est dans la presse. C'est une voix très écoutée sur le continent africain. Depuis un certain temps, il a fait beaucoup de voyages en RDC, qui est son pays d'origine. Donc, nous avons cité lui, nous avons cité M. Ige Follet, nous avons cité Mutombo Dikembe, nous avons cité l'ambassadeur Herman Cohen. Aujourd'hui, nous avons ajouté quelqu'un qui, lui, n'est pas aux États-Unis, mais c'est Patrick Djembe, qui est basé en Angleterre. Donc, il y a des Congolais dans l'ombre. Nous avons parlé de M. Vemba Dizolele. La liste est longue. On ne saura pas citer tout le monde. Et nous avions dit dans une émission d'un compatriote qui m'avait invité que la diaspora congolaise aux États-Unis, par rapport à la situation actuelle de la RDC et au contexte international actuel, la diaspora congolaise aux États-Unis, je reprends, elle est très stratégique. Elle doit comprendre cela. Elle est très, très stratégique. Donc, il revient à ses compatriotes de la diaspora congolaise aux États-Unis de comprendre qu'ils ont un rôle très, très important à jouer par rapport aux relations actuelles entre les États-Unis et la RDC et par rapport au contexte international où nous voyons, c'est clair, il y a la Chine et les États-Unis qui sont en guerre, et puis ces deux grandes puissances veulent s'affirmer en Afrique. Et vous avez le retour de l'ex-IRSS par ce qu'il en est resté la Russie. Vous avez les pays des Golfe, vous prenez les Qatar, quand vous voyez ce qui se passe en Libye, il y a les Qatar d'une part, d'autre part vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez l'Iran. Alors toutes ces puissances convergent vers l'Afrique et la RDC, notre pays, n'est pas en reste. Donc c'est pour cela que je dis, nos compatriotes qui sont aux États-Unis doivent savoir qu'ils ont un rôle à jouer très important en tant que diaspora pour influencer tant soit peu la politique des États-Unis en faveur de la RDC. Parce que même quand nous parlons de partenariats stratégiques, écoutez, nous devons veiller à ce que ces partenariats bénéficient réellement au peuple congolais. Parce que les Américains ne viennent pas, ne s'engagent pas dans ces partenariats pour perdre. Pas du tout. Donc, nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis et qui ont séjourné là-bas depuis longtemps, qui travaillent là-bas, qui ont des contacts, qui connaissent la mentalité. Demain, je suivais encore l'interview de l'ambassadeur américain au Congo dans un organe de presse de Kinshasa, je crois, Congo Profond. Et il a dit qu'ils sont en train de tout faire pour que les entreprises américaines viennent investir au Congo. Alors, nos frères qui sont là-bas aux États-Unis sont en bonne position pour venir demain occuper des postes. Parce que s'ils ne les occupent pas, donc on risque d'avoir des cadres qui viennent des autres pays, alors qu'ils ont l'avantage de connaître la culture américaine et la culture congolaise. C'est aussi comme ça qu'un pays peut bénéficier de sa diaspora. Ils peuvent même, moi je l'ai toujours dit, ils peuvent même se constituer un groupe qui conseille
quelque part, le gouvernement congolais, hein, lui faire bénéficier de ses avis, de son expérience aux États-Unis pour que notre diplomatie puisse être taillée selon les intérêts de notre pays, mais aussi selon les intérêts des États-Unis. Parce qu'eux, ils ont l'avantage de connaître la RDC et de connaître les États-Unis. Donc, ils peuvent bien devenir une structure qui, euh, quelque part, donne des informations utiles, des conseils utiles au gouvernement congolais pour que notre diplomatie soit beaucoup plus efficace par rapport à ces grands partenaires et cette puissance mondiale qu'est les États-Unis. Voilà, merci beaucoup. Donc là, c'était en rapport avec ce que nous avions écrit et surtout que un de nos compatriotes est entré pour nous suivre. Alors, autre point que nous voulons aborder ici, on parle de l'actualité, c'est aussi les retours de Martin Fayoulou et Mouzito, qui sont rentrés à Kinshasa après un long séjour à l'étranger, notamment en Occident, aux États-Unis, et puis l'autre était en Europe. Ils étaient bloqués suite à la pandémie de Covid-19. Finalement, ils sont rentrés et lors de leur discours, ils ont parlé à leurs militants. Faïlou, vous connaissez, il est resté fidèle à son discours, qu'il est le président élu, que M. Félix Tshisekedi était, le chef de l'État actuel était une marionnette. Ensuite, nous y est venu pour dire que non, voilà, ils sont en train de se disputer la Cour constitutionnelle à la CENI. Alors, nous avions écrit un article là-dessus, enfin, nous avions fait une petite remarque en disant qu'il y a une contradiction dans leur discours, parce que si quelqu'un est une marionnette, il ne se dispute pas la Cour constitutionnelle avec son maître, celui qui les manipule. Hein. Bon, nous voyons la même logique. Je pense que c'est un discours voulu, donc finalement j'ai compris que ce n'est pas forcément une contradiction qui vient comme ça, non, mais c'est voulu. C'est un discours qu'ils tiennent. Aujourd'hui, M. Fayoulou a chargé, enfin, quand je dis aujourd'hui, ce n'est pas le jour d'aujourd'hui, il a finalement chargé, donné mandat à M. Lisanga Bonganga pour qu'il prenne contact avec Cash et FCC en proposant son plan de sortie de crise parce qu'il estime qu'il y a une crise de légitimité dans le pays. Alors, encore une fois, nous avons dit, on ne propose pas une marionnette quand même, un plan de sortie de crise. On parle à celui qui le manipule, pas une marionnette. Donc, mais nous pensons que c'est un discours politique, hein, il faut le dire comme ça, devant les militants que l'on tient. Bon, peut-être que ça va payer, et on saura quelle est vraiment leur stratégie. L'actualité aussi, c'est la rencontre du centre interdiocésain où les gens, un certain nombre de personnalités s'étaient réunies pour parler du processus électoral, donc des réformes. Malheureusement, ça n'a pas vraiment été un succès. Les centres interdiocésains, à notre connaissance, c'était seulement les 4, mais l'initiative est venue de l'Université de Liège au travers de la personne du professeur Bob Kabamba, connu dans le milieu congolais comme étant un connaisseur de la RDC, un expert. Il passe souvent sur TV5 et France 24. Malheureusement, ça n'a pas eu, cette rencontre n'a pas connu la participation de toutes les forces vives politiques et sociales. Disons clairement, c'était un échec. Et M. Kabamba est rentré très discrètement à Liège. Voilà, nous l'avons dit. Donc c'est ça aussi l'actualité. L'actualité, c'est aussi la milice, entre guillemets, dont on parle, qu'on a démantelé au niveau des Kigabwa.
Jusque-là, nous nous interdisons d'utiliser les termes vraiment milice parce qu'il ne revient qu'au service et surtout à la justice de dire qu'il y avait une milice. D'autant plus qu'on n'a pas pris quelqu'un avec une arme, a fait même pas une arme blanche. Bon, réunir des jeunes gens proches d'un parti ou pas, ce n'est pas forcément une milice, mais nous saurons si jamais c'est une milice parce que la justice est en train de faire son travail. Voilà, grosso modo, ce que nous voulons dire. Ah, voilà, il y a aussi le pasteur Ngoï, comment il s'appelle, j'ai oublié l'autre nom, Théodore, qui était parti voir le président, M. Fayoulou, le président de l'ECD, cela s'entend, et parce que Fayoulou avait parlé de la destitution, du président de la République, il faut dire tout de suite que le Parlement ne peut pas mener une opération de destitution du président. Enfin, le Parlement ne destitue pas le président de la République. Le Parlement, parce que le président de la République n'est pas responsable de ses actes devant le Parlement, mais le Parlement peut l'accuser de haute trahison, mais pas les destituer comme les gens disent. Ils peuvent l'accuser devant les causes tribunaux, devant la Cour constitutionnelle. Donc, il reviendra donc au procureur général près de la Cour constitutionnelle, si cela se fera, de voir la plainte et de dire si elle est recevable, et ensuite d'engager, de commencer la procédure voilà, de mise en accusation et aussi finalement de la destitution si elle aura. Donc, on n'en est pas encore là, ce n'est pas parce que le Parlement l'accuse et que c'est déjà la destitution, ce n'est pas le cas. Alors, je laisse à ce point-là que je prenne les questions, s'il y en a. Pati Malik a dit, non, je commence par M. Pati Malik, oui, qui dit, est-ce que la plainte que Joseph Kabila va-t-elle aboutir, vu que ce dernier est protégé par la loi? Oui, il est protégé, mais les conditions de sa protection sont aussi fixées par la loi. Donc, il y a certainement une brèche que l'on trouve dans la loi qui le protège. Je ne suis pas juriste, mais je pense les avocats qui sont avec les individus, les avocats qui sont avec, comment j'allais dire, oui, avec les individus qui ont accusé M. Joseph Kabila, ont certainement trouvé une brèche dans la loi et qui leur permet d'accuser M. Joseph Kabila. Voilà. Donc, il y a des chances que cela aboutisse, je pense. Alors, il y a trop d'écrits maintenant. Bon, je vais prendre deux, trois questions. Je reviens sur Patty qui me pose la question sur l'Africom. S'il sera, tu dis l'Africom, l'installation de l'Africom à l'est de la RDC va-t-elle mettre en déroute les groupes armés? Bon, tout de suite, je dis, il n'y a pas, on n'a pas dit que ça sera installé en RDC. C'est évoqué, c'est une possibilité. Mais il y a certains milieux officiels clairs qui disent que non, il est hors de question que ça reste comme ça. Et il y a des pays, il y a la Belgique, il y a l'Italie, il y a la RDC qui veulent accueillir l'Africom. Hein? Enfin, la RDC, on en parle, hein? Mais ce n'est pas encore très officiel. Mais en tout cas, la Belgique dans la ville de Mons, et puis il y a l'Italie qui veulent avoir cette base militaire aérienne. Cette base militaire américaine, excusez-moi, Africom, chargée de l'Afrique. Bon, là, donc c'est un signal que je commence à avoir sommeil. Et je prends encore, je ne peux plus te prendre parti. Voilà, monsieur Patrick Djembe nous dit, pour ceux qui cherchent les nouveaux livres d'Herman Cohen, il a donné donc les links, les liens. Je vais publier ça à la fin de l'émission sur ma page.
comme ça, sur mon mur, comme ça vous pourrez suivre. C'est plutôt les 80 ans de la diplomatie américaine, donc de la présence américaine en Afrique. Mon frère Potebao Bofunda dit elle va certainement y contribuer, Patti Madika, mais attendons la réponse d'Anglo-Congo, le destinataire de la question. Oui, merci de me compléter. Oui, si on installe ça au Congo, hein, l'Africain, ça va certainement contribuer. Hein, certainement contribuer. Mais ce n'est pas une garantie. Hein, c'est pas une garantie. Vous avez un pays comme j'allais dire les Djibouti, qui doit aujourd'hui sa stabilité en grande partie à cause de la présence des bases aériennes et des bases militaires. Qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui va pas là? Des bases militaires étrangères en Djibouti, c'est un petit pays, mais très très stratégique par rapport à sa position. C'est à côté de la mer et c'est une grande voie par laquelle passent beaucoup de navires. Et comme aussi en Somalie, il y a beaucoup de pirates, donc les Djibouti est devenu un pays stratégique pour combattre la piraterie, afin d'assurer la sécurité de la circulation des navires. Donc, généralement, quand vous avez une base militaire comme ça, les pays à laquelle appartient la base contribuent pour la stabilité de votre pays. Mais attention, attention, quand vous avez une base militaire comme ça, donc vous faites partie vous vous impliquez dans les conflits hein, qui existent entre le pays qui installe la base militaire chez vous et les autres pays qui sont en compétition contre ces pays-là. Hein, ça, il ne faut pas oublier. C'est très important. J'étais en train de... Aujourd'hui, j'ai lu le livre, un livre écrit par un Français, nos amis les espions. Euh, Celui qui veut, je pourrais lui envoyer ça en ligne, parce que c'est un petit bouquet qu'on peut lire, de quelques pages qu'on peut lire. Vous allez vous rendre compte combien les continents africains est inondé des réseaux, des renseignements. Alors vous n'avez pas l'idée. Hein? Et les Français, dans ces livres, on montre combien le service secret français ne sont plus les mêmes, regrettent, parce qu'aujourd'hui, vous avez des pays, tous ces pays dont je vous ai parlé, la Russie qui a fait son retour, hein, son retour là, c'est une présence militaire, c'est aussi une présence d'affaires, mais aussi une présence des renseignements. Vous avez l'Iran qui est présent, vous avez les pays tels que les Qatar, l'Arabie Saoudite, vous avez la Chine qui est très présente maintenant aussi sur le plan des renseignements. Euh, la Chine qui même commence à entrer, bien qu'elle dit toujours nous n'entrons pas dans la politique intérieure des États, mais au Zimbabwe, la Chine a dit jouer un rôle. Euh, En Éthiopie, on est en train de craindre. C'est pour cela que les Américains sont en train de marquer de leur présence en Éthiopie. On est en train de craindre que les régimes éthiopiens soient caporalisés par la Chine. Hein. Donc, tous ces États, toutes ces puissances viennent avec les réseaux de renseignements. Il y a les multinationales qui viennent aussi avec les réseaux de renseignements. Et cela a des implications sur la politique euh, au, au, niveau de chaque pays. Donc c'est important. Celui qui veut, je pourrais lui envoyer. On me l'a aussi envoyé. Donc c'est vraiment plein de renseignements. Ah, bonjour Maman Magui. Très content de vous avoir là, branché sur Anglo Congo. Non, Patty, je ne te prends plus. Bon, d'ailleurs, j'ai répondu à ta question. Question de faire justice. Serge Moukedidi, bonsoir, M. Anglo Congo, je viens de me connecter. Je ne sais pas si vous aviez parlé de la situation de Martin Fayoulou, de l'avocat d'IFCC. Ma question est que c'est la démarche de... Bon, je venais d'aborder cela, donc d'abord, ce n'est pas l'avocat d'IFCC. Hein. Un avocat
n'a pas de clients. Donc, Monsieur Théodore Ngoï, tout celui qui veut euh, acheter ses services est bienvenu. Donc, euh, dire que c'est l'avocat d'IFCC, c'est pas vrai, même s'il a eu des clients d'IFCC. Mais la démarche de la destitution du chef de l'État, je viens d'expliquer que non, voilà, le Parlement ne destitue pas le chef de l'État. Jamais. Ce n'est pas prévu. Je ne suis pas juriste, mais on n'a pas besoin d'avoir un PhD en droit pour comprendre cela quand on lit la Constitution. Le Parlement peut accuser le chef de l'État. Mais le Parlement a le pouvoir de destituer le Premier ministre. Donc, voilà. Est-ce qu'il y aura une accusation? Bien, on saura lors de la rentrée parlementaire. Voilà tout ce que je peux dire. Mais j'ai relevé ici des choses qui ne tiennent pas debout. Pendant qu'il parle de la destitution, entre-temps, parce que s'il y a destitué, bon, on ne va pas destituer quand même, passer son temps à aller destituer la marionnette. Hein. On sait que la force de Kabila, maintenant, c'est au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui serait logique pour M. Fayoul ou de dire, comme il avait dit dans son meeting, nous irons au palais du peuple pour chasser ces gens-là. Voilà, parce que là, Kabila a une majorité. Bon, quand on laisse là où il a la majorité pour aller s'occuper de la marionnette, ce sont ses termes, on se pose la question si vraiment euh, il est logique avec lui-même. Ensuite, j'ai dit, mais ça peut être un discours qui emballe. Ça peut être un discours politique au niveau des militants, c'est ce qu'ils veulent attendre, et ça fait du bien, ça crée un peu de popularité, et voilà. Euh, qui Anthony de son père, il dit Biden vs Trump. Oui, il y a aux États-Unis, très bien. Il y a aux États-Unis, nous sommes là en pleine campagne électorale. Et, pendant cette période ici, au mois de septembre ici, d'après mes informations, le président Donald Trump pourrait rencontrer des chefs d'État africains. Et c'est rare qu'un président de la République qui est en pleine campagne aux États-Unis, dans l'histoire de la campagne présidentielle aux États-Unis, puisse rencontrer des chefs d'État pendant cette période ici. C'est très rare. J'ai essayé un peu de vérifier cela. Oui, j'ai trouvé que non, mais ce n'est pas encore confirmé, mais on en parle dans la presse au niveau des États-Unis. Vous pouvez vérifier. De l'autre côté, Joe Biden s'est entouré des gens qui connaissent les dossiers Afrique. Hein? Vous avez la dame ici, comment elle s'appelle, Susan Rice, hein, qui est avec Joe Biden, qu'on pensait même qu'elle pouvait être vice-présidente. Il y a Karen Bass, hein, qui est là. Il y a un certain nombre de gens qui ont un intérêt particulier pour l'Afrique, qui sont autour de Joe Biden. Mais il faut aussi ajouter, Joe Biden, vous savez que sa femme a été au Congo. Hein, nous l'avons cité parmi des gens qui, quelque part, peuvent influencer la politique. Vous savez, elle a des contacts avec le docteur Mukwege, mais aussi avec Jeannette Kabila, dans le cadre de la fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Donc, et Joe Biden avait, si je ne me trompe pas, avait réuni cette équipe de gens, de ces gens qui s'intéressent à l'Afrique. C'était au mois d'août, vous avez une séance autour de l'Afrique. Ce qui prouve l'enjeu que représente l'Afrique pendant cette période de campagne. Alors, Anthony de son père, il dit, une chose est vraie, Fachi a négligé la diaspora des USA, nous sommes une force. Oui, moi j'ai lancé plutôt un appel. Est-ce qu'il y a une négligence? Je ne sais pas, peut-être vous avez des éléments, mais disons la diaspora congolaise d'une manière générale, le malheur est que parfois nous ne savons pas faire la distinction entre
agir en tant que diaspora et agir en tant que militant d'un parti politique. Ce qui est malheureux, c'est que la diaspora congolaise n'arrive pas à faire cette distinction-là pour rester dans sa position en tant que diaspora, société civile, point barre. Bon. Mais il revient aussi, comme pour appuyer ce que vous dites, il revient au président de la République d'identifier des Congolais que le gouvernement peut approcher, non pas à cause de leur couleur politique, mais à cause de leur expertise, de leur professionnalisme dans les pays où ils résident, hein, notamment aux États-Unis, pour que ces gens puissent faire bénéficier à la RDC de leur expérience, de leurs contacts. Hein. Et il revient aussi à cette diaspora d'être organisée et structurée. C'est là où nous avons un problème. Nous sommes très actifs. En Europe, on a vu, les gens ont marché, mais il n'y a pas de structure digne de ce nom. Alors, quand on veut faire des choses sérieuses, on a peur d'avoir affaire à des gens qui se présentent en tant que des individus, ou bien des groupes de gens qui ressemblent à des nébuleuses. Il faut une structure, une structure qu'on peut identifier avec des gens qui ont des responsabilités claires, hein, bien organisées, reconnus par l'État et tout ça. Alors, il y a pasteur Léa Louti Kapambwe qui dit, Papa Anglo, qu'il y a un compatriote Jean-Claude vivant aux États-Unis qui parle chaque jour de ses partenariats stratégiques dont il fait partie d'une équipe maîtrisant bien ce dossier, mais dont l'entourage du président bloque ce dossier. Et toi aussi au courant, et tu es aussi au courant de cette équipe. Bon, je ne sais pas. Vous dites qu'il parle chaque jour de ses partenariats stratégiques dont il fait partie. Ah, il ne fait pas partie du partenariat, bien sûr, je comprends ce que vous voulez dire, d'une équipe maîtrisant bien ces dossiers, mais dont l'entourage du président. Bon, sans avoir la prétention, je ne sais pas s'il y a une équipe qui maîtrise bien les dossiers, mais les partenariats stratégiques, avec beaucoup de modestie, moi j'ai été mis au courant pendant la campagne. Et je peux vous dire, un document m'avait été envoyé à l'époque, parce que l'équipe qui travaillait à l'époque estimait que Félix Tshisekedi sera président. Voilà. Et j'ai encore dans mes archives les documents de référence, parce qu'il fallait voir dans les passés les partenariats stratégiques qui ont eu lieu entre les États-Unis et certains pays. Et il y a un pays, il y a un partenariat stratégique qui a été pris pour un exemple, donc d'un pays du Golfe, et on m'avait envoyé les documents. C'est à ce moment-là que j'avais appris que si le président Félix Tshisekedi devenait président, il y aura un partenariat stratégique entre les États-Unis et la RDC. Alors, je ne sais pas si vraiment quelqu'un était impliqué dans ce travail-là, hein, en amont, et qu'il maîtrise les dossiers et que quelque part, l'entourage du président ne puisse pas les connaître. Bon, je ne peux pas dire qu'il y a des gens qui maîtrisent, mais ils maîtrisent ça de quel côté? Du côté, parce qu'ils étaient du côté du gouvernement américain ou bien parce qu'ils étaient du côté du gouvernement congolais, ça je ne sais pas. Mais bon, si cette équipe existe, ben, je pense qu'il y a un conseiller diplomatique du président Fachi. Et si réellement l'équipe elle est sérieuse, si elle maîtrise les dossiers, elle n'a qu'à contacter les conseillers diplomatiques du président Fachi. Qu'il me contacte s'il cherche un numéro des conseillers diplomatiques. Qu'il me contacte et que ce soit des gens. Mais je vais faire un travail de les identifier. De les identifier. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ce numéro-là, je n'en fais pas un mystère, mais j'ai les numéros, donc c'est un monsieur abordable, il est venu de la diaspora, et donc
si c'est intéressant, pour aller. Mais dans le cas de la diaspora, d'une manière générale, si les gens se mettent en structure, il y a toujours moyen de contacter la présidence. C'est pas compliqué. Ils peuvent aller à l'ambassade, ils peuvent contacter un de ses collaborateurs, chercher les numéros, c'est pas trop compliqué. Voilà tout ce que je peux dire. Merci. Euh, Kandox Wapangi dit, dit Anglo-Congo, pourquoi Jean-Pierre et Katumbi ne supportent pas encore Fayou? Bon, je n'ai pas cette information qui ne supporte pas Fayou. En politique, il n'y a pas ce genre d'histoire, ne supportez pas, non. Ce sont les intérêts. Et les alliances sont faites en fonction des intérêts. Donc, ce n'est pas un problème d'amour, non. Bon, dire qu'ils ne les supportent pas, je ne suis pas au courant. Tout ce que je peux vous dire, M. Fayoulou est en train de tout faire pour consolider son leadership, ou bien sa visibilité qu'il a eue, il faut le dire. Ça a été boosté, sérieusement boosté, euh, quand il y a eu la rencontre de Genève et quand il a été désigné candidat de la Mouka. Voilà. Donc, il ne veut plus rentrer au niveau où il était en tant que, lui, en tant que personnalité politique, mais il y a un élément important qu'on ne doit pas oublier. Le poids d'un homme politique aussi dépend de la machine politique dont il dispose. Donc, jusqu'à ce jour, objectivement parlant, M. Fayoulou a pris de l'ampleur, mais jusqu'à ce jour, les idées est toujours ce qu'il a toujours été, jusqu'à ce que les élections prochaines vont nous prouver que non, les idées a pris du poids, hein, sur base des résultats. Voilà ce que je peux dire. Mais Moïse Katumbi et qui est Jean-Pierre Mbemba, ils ont un poids politique vérifiable sur les terrains. Mon frère, Pote Baouti dit, ça ne m'étonnerait pas, pasteur Léa Loïti Kapamboué. Oui, ça aussi c'est une réalité. Hein. Il y a dans l'entourage des chefs de l'État des gens qui, je dirais, euh, bloquent les gens, hein, pour faire un peu la tautologie, qui bloquent des Congolais, qui viennent avec des initiatives qui peuvent faciliter la tâche au chef de l'État pour qu'il réussisse son mandat pour les grands bonheurs du peuple. Mais il y a aussi des gens qui vont chercher des opportunités d'emploi. Bon, là, c'est des intérêts personnels, mais malheureusement, on met tout le monde dans les mêmes sacs. Il arrive qu'on mette tout le monde dans les mêmes sacs. Bon, il revient aux gens de trouver les moyens de pénétrer ces murs, et c'est possible, c'est possible. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Et Do Capson de Congolais, que pensez-vous des 800 000 dollars interceptés à la frontière de Kassindi? Je n'ai pas l'information honnêtement, mais écoutez, la fuite des capitaux chez nous, sortie d'argent, c'est monnaie courante, hein, chez nous. Donc, c'est pour cela il y a des structures maintenant pour essayer de lutter contre tout cela. Et l'ambassadeur américain l'a dit, ils sont avec le président Félix Tshisekedi, surtout dans le cadre du programme de la lutte contre la corruption et ce genre de choses dont vous parlez là. Euh, voilà. Et d'ailleurs, j'étais en train de parler avec un compatriote aujourd'hui qui m'expliquait, ah ben non, c'est incroyable. Comment quelqu'un qui est à l'étranger est arrivé à faire des transferts, des grands montants, je dis bien des grands montants, des millions, hein, par les truchements des opérateurs économiques qui sont des expatriés. C'est-à-dire, on leur dit, bon, on dit à ces messieurs, prends l'argent liquide, hein, il va donner à tel monsieur, je donne l'exemple, un Indien, un Libanais, à l'étranger, et celui-ci lui donne un code.
Celui qui envoie de l'argent au Congo, on lui donne un code, il prend ce code-là, il l'envoie par WhatsApp à son correspondant au Congo. Celui-là va voir un Indien qui lui donne le montant équivalent là-bas au Congo. Ça s'est fait, cette transaction, sans que l'État puisse taxer, hein, autant au pays du départ que là-bas on envoie. C'est tout simplement blanchiment d'argent. Bon. Bon, je vais sauter certaines personnes parce qu'il faut donner la chance, comme je me sens comme je me suis relancé là. Toutes les, ah bon, pasteur, c'est votre dernière question. S'il y a une autre, je ne prends pas parce que je vous ai déjà répondu. Euh, vous avez dit, mais si Fachi néglige la diaspora américaine, avec laquelle va-t-il travailler? Bon, il n'a pas négligé. J'ai donné des exemples ici. Je peux vous donner l'exemple. Mutombo Dikembe, il est de la diaspora. Il est en contact avec le président de la République. C'est pas un secret. Vous avez vu les images. Il y a, il y a monsieur, comment il s'appelle, une dame plutôt, celle qui est dans les histoires de véhicules électriques là. Hein. Il y a des individus qui ont des contacts, qui sont dans la diaspora américaine. Mais moi, je parle plutôt de la diaspora qui doit devenir réellement une organisation. Les Congolais de la diaspora aux États-Unis se mettent ensemble pour que ce ne soit pas seulement des individus. On m'a parlé d'un Congolais, Igué Folé, qui est bien placé au niveau de Manugram et qui lui aussi a de très bonnes idées pour la RDC et qui a approché un certain nombre de Congolais. Il aurait des contacts avec le président de la République. Donc, que les gens se regroupent, qu'ils se structurent, c'est très capital ce que je dis ici. Les États-Unis, aujourd'hui, c'est un pays très stratégique pour la RDC. Je l'ai dit sans négliger les autres pays, mais nous connaissons le poids des États-Unis sur la scène politique et aussi la configuration internationale aujourd'hui fait que ça rend nos compatriotes de là, la diaspora de là, stratégique, si elle pourra bien s'organiser. Allez, Jean-Claude Jonah. Et c'est vrai que VK serait évacué. Quelqu'un m'a envoyé ça inbox. En tout cas, je dois dire que je n'ai pas eu le temps de vérifier, de contacter mes sources à gauche et à droite et recouper les informations. Je n'ai pas vu ça non plus dans la presse, euh, ni la presse congolaise ni étrangère. Mais donnons-nous le temps demain, en essayant de contacter 2, 3, 4 personnes. Peut-être nous serons en mesure d'avoir la bonne information. On m'a dit qu'il serait évacué vers l'étranger. I don't know, I'm sorry. Demain, je pourrai vous répondre si j'ai l'information. Sli Jembo de Dieu dit ça se comprend assez. Donc assez ça veut dire anglo-congo, merci. Mais c'est Théodore Ngoï Aïe, sa licence à l'ULK, on comprend ses lacunes. Non, 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 non. Je ne peux pas dire ça. Non, je ne suis pas d'accord. Donc, je ne vois pas de lacunes. Hein. Il est avocat, hein, inscrit au barreau je crois, de Kinshasa. Et il peut rendre service à tout client qui vient vers lui. Donc, voilà. Les problèmes de guerre de réputation des universités, de leur ranking, that's another question. Freddy, attendez les Tumbadi, Susan Rice is not good for the DRC. Alors écoutez, ne vous en faites pas. C'est un problème d'intérêt. Hein. Même les Hillary Clinton, les gens avaient peur qu'Hillary devienne président parce que ça sera notre défaveur. C'est pas vrai. C'est pas forcément vrai. Hillary, quand elle était secrétaire d'État en 2009, elle a fait un voyage en RDC et je vous recommande encore une fois
de suivre l'ancien ambassadeur américain Daniel Simpson, qui était invité de Christophe Babouvier dans le cadre de l'émission Invité d'Afrique. Il avait dit que la politique américaine en Afrique avait connu des changements, hein, et que la RDC, qu'on le veuille ou pas, pour les Américains maintenant, il faut que la RDC retrouve sa place parce que c'est un enjeu qu'on ne peut pas négliger parce qu'il y a les Rwandais qui existent. Non. Et c'est un problème de temps. Hein. It's a matter of time. C'est un problème de temps. En 2009, l'ancien ambassadeur Daniel Simpson, il vit maintenant, je crois, à Chicago. J'ai parlé avec lui une fois au téléphone. Il est journaliste. Bon, il est en retraite sur le plan diplomatique. C'est un gars aussi qu'il faut contacter. C'est lui qui était ambassadeur lors de la chute du maréchal Mobutu, lors de l'arrivée de l'AFDEL. Il a dit clairement, non, écoutez, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ces puissances-là peuvent vous utiliser, vous faire rêver que bon, on va vous donner une partie du Congo, hein, comme c'est le cas, c'était le cas, pour vous motiver. Et après, bon, ils changent. C'est pour cela, moi, ça me fait rire. Bon, enfin, pas rire, parce qu'il y a des gens qui meurent, mais ça m'étonne quand les gens pensent que les programmes de la balkanisation, je ne dis pas que les gens ont renoncé, mais je dis que ça n'a plus de chances d'aboutir. Je peux vous dire ça. C'est pas parce qu'il y a des tueries que c'est forcément il s'agit de la balkanisation. C'est pas vrai. Et il faut faire attention. Parfois, Kabila utilise aussi ce discours de la balkanisation à son profit. Je dis bien à son profit. Allez. Bon, oui, ça va bien. Marcel qui me demande comment je vais bien. Allez, je prends les toutes dernières personnes que j'avais promis, mais finalement, il y a un nouveau momentum dans. Allez, est-ce que pouvons-nous craindre, ça c'est Edo Capson, pouvons-nous craindre un effet des contagions du coup d'État au Mali dans la région? Écoutez, le coup d'État au Mali, d'abord la région Sahara-Sahélienne là, c'est une région qui est, comment je peux dire ça? Qui est en proie aussi entre des grandes puissances. La France, ça fait très mal à la France de voir la présence américaine là-bas, qui se justifie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais la France voudrait bien que les Américains, même s'ils ne peuvent pas le dire, ne mettent pas leur nez là-bas. Bon, autre chose que je peux vous faire remarquer, que ces militaires qui ont pris le pouvoir, notamment celui qui est le chef de la junte militaire là, c'est un produit, hein, quelque part, des Américains. Il a bénéficié des formations des Américains. Il est étonnant que le pays, et vous n'avez qu'à suivre les interviews du président Idriss Déby, parce que le Tchad est très utilisé aujourd'hui pour son armée pour essayer de combattre, même dans d'autres pays, ces mouvements djihadistes là-bas. Ils avaient fait un appel au niveau du Conseil de sécurité qu'on leur donne des moyens qu'il faut, et les États-Unis n'ont jamais voulu répondre favorablement à cela. Les États-Unis préfèrent traiter de manière bilatérale avec ces pays-là qui font l'objet des menaces terroristes. Ça dit beaucoup. C'est-à-dire, au-delà de la lutte contre le terrorisme, les Américains sont en train d'affirmer leur présence là-bas pour leurs intérêts. C'est très important ce que je vous dis. Quand on avait tué des militaires américains au Niger, les gens ne savaient pas qu'il y avait des militaires américains au Niger. C'est quand on les a tués, on a dit que c'était des militaires américains. Alors, et d'ailleurs, même la presse au Niger, les premières publications parlaient des Français, parce qu'ils ont vu que c'était des Blancs. Alors que c'était des militaires américains, des unités spéciales qui étaient là. Hein? Donc, est-ce qu'on peut craindre cela?
au niveau, dans la région, je dirais, en Côte d'Ivoire, il y a à craindre. Hein, en Côte d'Ivoire, il y a à craindre. Vous savez que le président Ouattara est de nouveau candidat. J'apprends qu'il est en séjour en France, où il devrait arriver aujourd'hui, où il est arrivé hier. Il va faire 15 jours. C'est un voyage privé, mais on n'est pas naïf, on sait que c'est pour des contacts de haut niveau. Pendant ce temps, il aura un déjeuner pendant son séjour, un déjeuner avec Macron. Mais même en France, sa candidature ne fait pas l'unanimité. Hein. Les États-Unis ont publié un communiqué. Hein, il faut lire ce communiqué. Donc l'ambassade américaine à Abidjan, ils sont pas tout à fait d'accord avec ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Donc je crains beaucoup pour la Côte d'Ivoire, où il y a déjà la violence. Le président Gbagbo euh, a été disqualifié, il n'est pas éligible. La candidature de Ouattara pose problème au regard de la Constitution. Les gens disent que non. L'équipe qui avait... c'est étonnant que vous posiez cette question de, de l'Afrique de l'Ouest. Enfin, étonnant, mais ça me réjouit, quoi. Parce que c'est quand même un théâtre où euh, les États-Unis sont présents. Depuis que Trump est arrivé au pouvoir, pour ajouter, il a une politique bizarre. Dans un premier temps, c'était comme un désintéressement de l'Afrique. Et puis très vite, il a été rattrapé par la réalité. Il a compris qu'il ne pouvait pas se passer de l'Afrique. Et il y a des gens qui disent qu'il ne s'intéresse pas à l'Afrique. Il y a une différence. Trump ne s'intéresse pas à l'Afrique, mais l'État américain l'oblige à s'intéresser à l'Afrique. Quand vous regardez le nombre des bases militaires, bon, ce ne sont plus dans les formes classiques, mais parlons de la présence militaire. Par exemple, ce que vous avez au Gabon, hein, la présence militaire américaine au Gabon. Ce n'est pas vraiment une base militaire, mais ça peut vite se transformer, au regard des moyens mis en place, mais ça peut vite se transformer en base militaire. Et vous en avez comme ça beaucoup, hein. À Agadez, par exemple, au Niger, vous avez euh, à Djibouti, au Kenya. C'est pour cela que j'ai dit, enfin moi j'avais l'information que on pourrait relancer la base militaire américaine de Kamina. Hein. C'est ce que j'ai appris. Mais par après, j'ai vu, ah ben non, voilà, Africom, c'est un Allemand qui en parlait, qui dit que non, voilà, et aussi ils ont appris qu'on pourrait euh, mettre cette base au RDC, tout ça, alors que la, les retraits des militaires américains d'Africom, de l'Allemagne, c'était non, il y a un problème de budget. Bon, s'il y a un problème de budget, mais quand on va mettre ça en RDC, il y aura toujours un budget. Si on met ça à Mons ou en Italie, à Mons en Belgique, c'est toujours le gouvernement américain qui va débourser. Donc voilà. Et l'avantage, c'est que ces histoires-là viennent avec, ça crée quand même une activité économique, hein, dans la partie où ça serait installé. Vous avez l'exemple du Ghana. C'était une petite présence militaire. Finalement, ça a été renforcé. Là-bas, ça avait même fait des boucans, les gens avaient marché. Finalement, bon, c'est pratiquement une base qu'on ne nomme pas. Monsieur Blaise Mukeng dit, c'est faux, je suis avec Alexis Oziesa. Bon, je sais pas moi. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire, Blaise? Peut-être inbox, tu peux m'expliquer davantage. Hum, Ah, Monsieur Mbemba a dit, tous ceux qui travaillent en Europe, tous ceux qui étaient en Europe, tu veux dire, tous ceux de l'Europe qui travaillent autour du président étaient structurés avant? Non, moi, enfin, je ne sais pas si tu me poses une question. Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, euh, je n'ai pas dit que les critères pour travailler avec le président
il faut être structuré pour aller travailler à la présidence. Non, moi je ne parle pas d'aller travailler à la présidence. Je dis les gens restent dans la diaspora, ils sont structurés, mais ils font bénéficier euh, la présidence de la République, le gouvernement congolais, de leurs contacts, de leur expertise, tout ça. Je ne parle pas des gens qui vont chercher de l'emploi. Moi, je ne parle pas de ça. OK. Et puis, je ne sais pas s'ils étaient structurés, ceux qui étaient en Europe. Enfin, moi, je ne sais pas. Freddy attendait les tombes. Il dit Gilbert Mundela was the right person. Unfortunately, he passed away under mysterious circumstances. Bon, Mundela c'était une personne, donc personnelle, le vieux Gilbert Mundela. Euh, le concours de circonstances avait fait que je le croise dans ma vie et qu'on parlait, tout ça. 2 jours avant sa mort, il m'avait fait l'honneur de m'appeler au téléphone. Et on avait parlé. Donc, j'en connais un peu plus. Et c'est un travail de longue date. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant des décennies. On a vu peut-être les résultats récemment, mais vous n'avez qu'à suivre l'interview de l'ambassadeur Cohen pour vous rendre compte que Mundela était dans le sérail de l'UDPS depuis des années. Il était basé aux États-Unis et puis depuis plusieurs décennies, donc il a beaucoup travaillé pour qu'on arrive à ces résultats-là. Mais ici, moi, je parle des Congolais de la diaspora. J'en connais, j'avais fait un petit article, il y a un monsieur Jean-Paul Prouver-Ntsaka qui est un expert dans l'aviation. Euh, il travaille dans une très grande compagnie aux États-Unis, là, je ne vais pas citer des noms, mais il a aussi sa maison de consultation. Donc voilà, ils sont nombreux qui peuvent faire de bonnes choses. Patrick dit yes, the right person. Yeah, oui, he was the right person. Mais là, c'est beaucoup plus dans les cadres d'un parti politique. Hein? Mundela était cadre de l'UDPS, ça il ne faut pas oublier. Oui, oh, voilà, c'est Sandrine, oui, Sandrine Moubenga, oui, je parle d'elle aussi. Vemba Dizelo est aussi en contact avec Fachi. Bon, Vemba, contact avec Fachi, mais aussi avec Fayoulou, hein, je dois vous dire vrai. J'ai parlé avec Vemba dans le passé. Et pendant la campagne, je pense qu'on avait sollicité ses services par un mouvement un peu plus proche de Fayoulou, mais c'est quelqu'un aussi qui était en contact ou qui l'est encore avec Fachi. C'est un compatriote qui veut vraiment que les Congos s'en sortent. Il a été dans toutes les grandes tribunes. Hein, aux États-Unis, là, on parle du Congo. Donc voilà. Alors, pour te dire, Théodore Ngoye, licencié en sciences politiques et administratives de l'Université de Lubumbashi en 1985, oui. Mais après, il avait fait les droits. Effectivement, à Kinshasa, il a fait les droits. Voilà. Marcel Bondedi, any news about Kagame? Je venais de dire, en tout cas, à moins que la suite me prouve wrong, donc Kagame est là. Hein, Kagame est là, et moi j'ai publié des choses et tout ça. Les gens confondent. Quand je prends un article de quelqu'un, je publie, ce n'est pas que j'endosse. Je donne, je relaye. Et là, je prends le soin de mettre le nom de celui qui publie ou de l'organe. Mais quand c'est anglo-congo, quand c'est une information signée anglo-congo, en bas là, je mets anglo-congo. Parce que quand j'ai publié l'affaire de Thomas Minani, le prêtre là, après j'ai dit, bon voilà, Kagame a nommé une dame à la tête des services de renseignement. Les gens m'ont dit, ah mais tu t'es contredit. Non, je ne me contredis pas. Je donne seulement, je relaie les informations. Mais si c'est l'information anglo-congo, j'ai dit, selon des sources fiables, comme vous connaissez la formule, des sources dignes de foi, ou bien selon nos sources, à la fin, j'ai dit anglo-congo. Voilà. Mais là, c'est pas. Mais ce que je vous dis ici, c'est anglo-congo. En tout cas, une information digne de foi, une source à moi, très fiable,
Il a dit Kagame est là. Et je ne peux pas aller loin. Écoutez, un pays comme l'Ouganda ne manquera pas de savoir si quelque chose est arrivé à Kagame. Tout comme si quelque chose arrive à Museveni, à la minute, à la seconde, Kagame sera. Et vice-versa. Donc voilà. C'est tout ce que je peux dire. Allez, Maman Magui dit quoi? Maman Magui dit, Anglo Congo spoke about it and said Kagame is very much alive. Yeah, thank you. Is he sick? I don't know. But he's not dead. I can tell you. Et puis, il se tient sur ses deux pieds. Oui, ça j'ai entendu. Freddy attendait le Tumba. I heard he's going through a brain surgery. I don't think he's going through. Maybe he went through. It's in the past already. Marcel Bondou, qui a raison, Troubert ou Kakonde? Bah écoutez, on a saisi la justice, mais demain, je vous promets, conseiller honoraire au ministère de l'Intérieur sera notre invité en exclusivité, donc nous allons lui poser des questions. D'ailleurs, j'ai cherché à associer un autre Congolais, c'est direct, pour qu'on lui pose des questions. Mais au regard de la loi, comme dit Maman Magui, Jean-Guy, c'est aussi une juriste, elle est avocat enregistré au Canada. Elle dit l'identification des populations est une prérogative du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Oui, donc quand vous prenez la Constitution, qu'est-ce que j'ai dit? L'ordonnance, hein, vous allez voir que les prérogatives, dans les attributions du ministre de l'Intérieur, il y a l'identification. D'ailleurs, ce n'est pas la décentralisation vraiment qui... On pourrait même parler de ministère du Plan qui, quelque part, dans le cadre de la planification, a besoin d'une telle structure, de l'ONIP. Je parle de l'ONIP dans ce cas-là. Allez, là, nous sommes à la fin. Aimé Mbouyamba dit non, 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 c'est une réponse de notre frère Anthony de son père à mon commentaire. Merci. Allez, Odile Wad. Hey, how are you? Nous sommes là à la fin. Voilà. Très content que vous ayez été connecté à notre direct. Je ne sais pas quel jour nous allons encore faire les dire, mais de toute façon, vous le saurez. Et non, demain, qu'est-ce que je dis? Demain, nous aurons... On ne va pas seulement parler de l'ONIP, hein, on parlera aussi de l'actualité politique. Donc, on va lui poser des questions, on va aborder d'autres sujets. Allez, Bika Fumunza Mikanu Sakumuna, partout où vous vous trouvez, hein, que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki sana. God bless you. I love you so much. Bye. C'était Anglo Congo. Ciao.